L'aube arrivait au campement lentement, comme si elle hésitait à réveiller les dormeurs. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers l'ouverture de fumée du tipi, se répandaient en bandes dorées sur les parois de cuir. Niala restait immobile, écoutant la tribu s'éveiller au-delà de son habitation. Le grincement des lanières de cuir, les voix étouffées des hommes, le hennissement des chevaux qu'on sortait de l'enclos. Les chasseurs se préparaient à partir. Elle souleva prudemment le bord de la tenture et jeta un coup d'œil dehors. Le brouillard ne s'était pas encore complètement dissipé, s'étendait sur la terre comme un linceul blanchâtre. Et à travers lui se mouvaient les silhouettes des guerriers. Ils vérifiaient les cordes de leurs arcs, ajustaient les carquois dans leur dos, échangeaient de brèves phrases. Leurs visages étaient concentrés, presque sévères, comme ils le devenaient toujours avant la chasse. Niala cherchait du regard un seul d'entre eux. Grand, large d'épaules, avec de longs cheveux noirs retenus par une lanière de cuir. Otak se tenait légèrement à l'écart des autres, vérifiant les pointes de ses flèches. Ses gestes étaient posés, précis. Il ne se pressait jamais, ne parlait jamais pour ne rien dire. Les autres guerriers respectaient son silence. Il ne venait pas de la faiblesse, mais de la force. La jeune fille savait qu'il n'était pas marié, savait que beaucoup de femmes de la tribu le regardaient avec espoir, lui apportaient de la nourriture, cousaient de nouveaux mocassins, les ornaient de perles et de plumes. Mais Otak restait seul. On disait qu'il était trop difficile, qu'il cherchait ce qui n'existait pas, ou simplement qu'il ne voulait de personne. Niala laissa retomber le bord de la tenture et se renversa sur le dos. Dans sa poitrine, une douleur lancinante, cette douleur familière qui ne la quittait plus depuis 6 mois maintenant. Depuis qu'on avait ramené Atana au campement sur une civière de fortune, recouvert d'une peau de bison. Son frère, son maître, son protecteur. Elle ferma les yeux et revit son visage, riant, vivant, quand il lui montrait comment déterminer l'âge d'une trace par l'humidité de la terre. Comment lire la direction du vent au mouvement de l'herbe. Comment sentir la présence d'un animal avant de le voir. « Tu vois le monde différemment des autres filles », lui disait-il. « Tu as le regard d'un chasseur. Dommage que tu ne sois pas né homme. » À l'époque, elle riait. Maintenant, ces mots la brûlaient de l'intérieur. Dehors, un martèlement de sabots retentit. Les chasseurs partaient. Niala attendit que les bruits s'éteignent, puis se leva et commença à s'habiller. Une tunique de cuir souple, ornée de perles et de piquants de porc-épic, l'œuvre de sa mère. Des mocassins à franges. Par-dessus le tout, une cape en peau de cerf. Sa mère dormait encore dans le coin le plus reculé du tipi. Son père était parti au conseil des anciens avant l'aube. Sa petite sœur ronflait doucement, le nez enfoui dans la litière de fourrure. Niala se glissa dehors sans bruit. Le campement s'éveillait sans hâte. Les femmes allumaient les feux, préparaient le repas du matin. Les enfants se poursuivaient entre les tipis, riaient et criaient. Les vieillards étaient assis devant leurs habitations, fumaient la pipe et regardaient le soleil levant. Tout était comme toujours, familier, juste. Mais quelque chose en elle s'était brisé le jour où Atana avait disparu. Elle marchait en bordure du campement, s'efforçant de ne pas attirer l'attention. Plusieurs femmes lui firent un signe de tête. L'une l'interpella, lui proposa de l'aider au tannage des peaux. Niala refusa poliment, prétextant que sa mère lui avait demandé de cueillir des plantes médicinales près de la rivière. Le mensonge venait facilement, trop facilement. Elle sortit du campement et se dirigea vers la rivière. L'air matinal était frais, sentait la terre humide et larmoise. L'herbe dans les prairies montait jusqu'à la taille, bruissait sous le vent,
miroitaient de nuances de vert et de jaune. Quelque part au loin, un faucon criait, aigu, impérieux. Niala n'obliqua pas vers la rivière. Au lieu de cela, elle partit dans la direction opposée, là où la terre s'élevait en une colline peu haute, et au-delà de laquelle commençaient des buissons denses et une forêt clairsemée, là où, 6 mois plus tôt, son frère avait trouvé la mort. Elle retrouva cet endroit de mémoire, une haute pierre fendue en son milieu. Près d'elle, un vieux peuplier au tronc bifurqué. La terre ici avait été piétinée, bien qu'elle eût déjà eu le temps de se recouvrir d'herbes nouvelles. C'était ici qu'ils avaient acculé le bison blessé ce jour-là. C'était ici que la bête, rendue folle par la douleur, avait fait volte-face et frappé Atana de ses cornes. Niala s'accroupit, posa la paume sur la terre. Elle était chaude du soleil, douce, ordinaire, comme si rien ne s'était passé. « Je n'ai pas oublié », murmura-t-elle. « Je n'oublierai jamais. » Le vent saisit ses paroles et les emporta dans les prairies. Elle se releva et regarda en direction de la forêt. D'ici, on voyait bien les sentiers qu'empruntaient les cerfs. On distinguait les griffures sur l'écorce des arbres, les traces où les animaux aiguisaient leur bois. Atana lui avait appris à lire ces signes. Il disait que la forêt était un livre, et qu'il suffisait de savoir le lire. Niala passa la main sur le tronc de l'arbre, sentit la rugosité de l'écorce sous ses doigts. Puis, elle sortit de sa ceinture ce qu'elle cachait depuis tout ce temps. Un couteau. Petit, avec un manche en os orné de gravures. Le couteau de son frère. Elle l'avait pris dans le tipi après les funérailles, quand personne ne regardait. L'avait caché sous ses vêtements, le portait toujours sur elle. C'était la seule chose qui restait. Ce n'était pas assez. Elle voulait davantage. Voulait ce qu'il avait eu. La capacité de lire les traces, de comprendre les habitudes des bêtes, de tirer à l'arc de sorte que la flèche vole là où se porte le regard. Faire partie de la chasse, faire partie de ce monde dont l'accès était interdit aux femmes. La tribu pensait qu'elle était en deuil, qu'il lui fallait du temps pour accepter la perte et revenir à la vie ordinaire. Sa mère tentait de l'occuper par le travail, le tannage des peaux, le tressage de paniers, la cueillette de baies et de racines. Son père se taisait, mais dans son regard se lisait l'inquiétude. Personne ne comprenait qu'à l'intérieur d'elle brûlait un feu qui exigeait l'action. « Une femme ne peut pas être chasseur », lui dit un jour sa grand-mère, la doyenne de leur lignée. « Ce n'est pas notre voie. Nous avons une autre force. Nous donnons la vie. Nous ne la prenons pas. » Niala écoutait et se taisait. Elle respectait les traditions, respectait les anciens. Mais quelque chose en elle criait que c'était injuste, qu'elle le pouvait, qu'elle le devait. Elle revint au campement alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. Dans ses bras, elle portait une brassée d'herbes, de la roche, de l'armoise, de la menthe sauvage. Sa mère les accepta d'un hochement de tête reconnaissant, sans poser de questions. Le soir, lorsque la tribu se rassembla autour des feux, les chasseurs revinrent. Ils rapportaient 2 cerfs et plusieurs lièvres. Une chasse fructueuse. Les femmes préparaient déjà la viande. L'air s'emplissait d'odeurs de grillades et de fumée. Niala était assise près du feu de sa famille, aidant sa mère à découper la viande. Mais son regard revenait sans cesse vers le groupe de guerriers à l'autre bout du campement. Ils riaient, racontaient comment ils avaient traqué leur proie, comment ils avaient rabattu le cerf dans le piège. Otak se tenait à l'écart, nettoyant son arc. Il ne participait pas aux conversations, ne riait pas. Il faisait simplement son travail, lentement, minutieusement, comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Leurs regards se croisèrent à travers les flammes du feu, l'espace d'un instant. Niala sentit quelque chose se contracter en elle,
une sensation étrange, inconnue. Elle détourna rapidement les yeux, revint à son travail. Mais la sensation de son regard persista. Et cette nuit-là, quand tous furent endormis, elle sortit à nouveau le couteau de son frère. Elle le tenait dans ses mains, sentait le froid du métal, le poids de l'arme, et prit sa décision. Elle apprendrait, en secret, seule. Même si c'était contraire aux traditions, même si on la condamnait. Elle deviendrait chasseur, pour la mémoire de Catan, pour elle-même, pour ce feu intérieur qu'il était impossible d'éteindre. Les 3 premiers jours, Niala se contenta d'observer. Elle venait à la lisière de la forêt à l'aube, quand le campement dormait encore, et s'asseyait dans les hautes herbes, cachée au regard. Elle regardait comment se déplaçaient les cerfs, comment ils s'arrêtaient, levaient la tête, tendaient l'oreille au moindre bruit. Elle étudiait leurs sentiers, les endroits où ils s'abreuvaient, où ils se nourrissaient. Catan lui avait enseigné cela autrefois, mais alors ce n'était que des jeux. Maintenant, chaque détail avait son importance. Elle remarquait comment le cerf marchait toujours face au vent, comment il s'arrêtait près de certains arbres pour ranger l'écorce. Elle voyait où les biches cachaient leurs fans dans les fourrés. Elle mémorisait les sons. Le craquement des branches sèches sous les sabots, le bruissement du feuillage quand l'animal passait. Le couteau de son frère, elle le portait à la ceinture, mais ne l'utilisait pas. Ce n'était pas encore le moment. Il fallait d'abord apprendre à être invisible, silencieuse, partie intégrante de la forêt. Le 4e jour, elle apporta avec elle un arc. Un vieux, qui avait autrefois appartenu à Catan quand il était adolescent. Petit, léger, pas aussi puissant que les arcs des chasseurs adultes. Elle l'avait trouvé dans un coin reculé du tipi, enveloppé dans du cuir. Sa mère n'avait pas remarqué sa disparition, ou avait fait semblant de ne pas la remarquer. Niala tenait l'arc dans ses mains et sentait son cœur battre plus vite. C'était le premier véritable pas. Pas seulement l'observation, l'action. Elle tendit la corde. Le bois grinça, résistant. Ses mains tremblaient sous l'effort. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si difficile. Catan le faisait facilement, comme en se jouant. Mais pour elle, chaque centimètre de tension s'obtenait difficilement. Elle relâcha. La corde frappa douloureusement son poignet. Niala se mordit la lèvre, retenant un cri. Encore, et encore, et encore. À la fin de la matinée, ses bras brûlaient. Ses muscles la faisaient souffrir. Et un bleu s'étendait sur la face interne de son avant-bras. Mais elle continuait. Elle tendait la corde encore et encore, jusqu'à ce que le mouvement devienne plus fluide, jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler aussi fort. Les flèches, elle ne les utilisait pas encore. Elle craignait de les perdre. Elle n'en avait que 5, celles qui restaient de son frère. Chacune valait son pesant d'or. Le soleil montait plus haut. Bientôt, au campement, on remarquerait son absence. Niala cacha l'arc dans le creux d'un vieil arbre. Le dissimula soigneusement avec des branches et des feuilles. Puis elle ramassa une nouvelle brassée d'herbe et repartit. Cela dura 2 semaines. Chaque matin, elle partait dans la forêt. Elle entraînait ses bras, apprenait à sentir l'arc, s'habituait à son poids et à sa résistance. Elle observait les animaux, mémorisait leurs habitudes. Puis elle retournait au campement et faisait comme si tout était normal. Elle aidait sa mère, s'occupait des travaux féminins, s'asseyait près du feu avec les autres jeunes filles. Personne ne remarquait rien, ou ne voulait rien remarquer. Le 15e jour, elle décida qu'elle était prête à essayer de tirer. L'aube était particulièrement belle.
Le ciel se teintait de nuances roses et dorées. L'air était frais et pur. Niala rejoignit son endroit, sortit l'arc, prit une flèche. Ses mains ne tremblaient plus. Ses muscles s'étaient habitués à l'effort. Elle choisit une cible, une vieille souche à 20 pas d'elle, large, avec une tache sombre au milieu. Elle tendit la corde, visa comme Catane le lui avait enseigné. Inspiration profonde, retenir son souffle, relâcher à l'expiration. La flèche siffla dans l'air et partit sur la droite, se planta dans la terre à quelques pas de la cible. Niala expira. Elle avait manqué, mais c'était le premier tir. Un début. Elle avança, retira la flèche de la terre, revint à sa place. Visa à nouveau. Cette fois, la flèche passa au-dessus de la souche. La troisième partit à gauche. La quatrième toucha presque. Elle effleura le bord de la souche et rebondit sur le côté. Niala cherchait la flèche dans l'herbe quand elle entendit un bruit derrière elle. Léger, presque imperceptible. Un froissement d'herbe, un pas discret. Elle se figea, se retourna lentement, cachant instinctivement l'arc dans son dos. Geste stupide, inutile. Otak se tenait à 10 pas d'elle. Il était seul, sans arc ni lance. Apparemment, il traversait simplement la forêt. Son visage était impénétrable, comme toujours, mais ses yeux la regardaient droit. Un regard lourd, évaluateur. Niala ne pouvait pas bouger. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre dans toute la forêt. Otak se taisait. Il regardait l'arc dans ses mains, la flèche qu'elle tenait encore, la souche au loin. Puis son regard revint à son visage. Depuis combien de temps? Sa voix était basse, calme, ni méchante, ni bienveillante. Juste une question. Niala déglutit. Sa bouche était sèche. 2 semaines, elle ne voyait aucun intérêt à mentir. Il avait tout vu de toute façon. Otak hocha lentement la tête, fit un pas en avant. Niala recula instinctivement, serrant l'arc. C'est l'arc de Catane. Ce n'était pas une question, une affirmation. Oui, une pause, longue, pesante. Un oiseau chanta quelque part dans les branches au-dessus d'eux. Le vent bruissait dans le feuillage. Tu sais que c'est interdit. Otak parlait d'une voix égale, sans colère, mais on sentait l'acier dans ses mots. Une femme ne peut pas chasser. C'est la loi de la tribu, la tradition de nos ancêtres. Je sais. Niala releva le menton, croisa son regard. Ses mains tremblaient, mais elle se força à se tenir droite. Mais j'apprendrai quand même. Quelque chose passa dans ses yeux. De la surprise? Ou autre chose? Pourquoi? La question l'a pris au dépourvu. Elle s'attendait à de la condamnation, à des menaces, à ce qu'il raconte tout aux anciens, mais pas à cette simple question. Parce que elle cherchait ses mots, mais ils ne venaient pas. Comment expliquer ce qui brûlait en elle? Catane était un chasseur, le meilleur. Il m'a appris à voir le monde différemment. Et quand il n'a plus été là, je ne peux pas simplement oublier ça. Je ne peux pas redevenir celle que j'étais avant. Je ne veux pas seulement cueillir des herbes et tanner des peaux. Je veux être là où il était. Tu comprends? Otak écoutait en silence. Son visage restait impassible, mais elle voyait la ligne de sa mâchoire se crisper. Non, dit-il finalement. Je ne comprends pas. Catane est mort à la chasse. Un bison l'a tué parce qu'il a commis une erreur. Et tu veux suivre le même chemin? Mourir de la même façon? Les mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Niala sentit la colère s'embraser en elle. Il n'a pas commis d'erreur. Il était courageux. Il prenait des risques pour que la tribu ne meure pas de faim. Et moi, je veux être digne de sa mémoire. Digne?
Les premières notes d'émotion apparurent dans la voix d'Otak. Tu insultes sa mémoire. Kata aurait voulu que tu vives, que tu te maries, que tu donnes naissance à des enfants, que tu transmettes les traditions. Pas que tu te caches dans la forêt avec un arc, en violant les lois de la tribu. Tu ne sais pas ce qu'il voulait. Niala fit un pas en avant, serrant l'arc si fort que ses jointures blanchirent. Il me disait que j'avais le regard d'un chasseur, que c'était dommage que je ne sois pas né homme. Il voyait en moi ce que les autres ne voient pas, et je ne vais pas enterrer ça avec lui. Otak la regarda longuement, trop longuement. Ses yeux sombres étaient impénétrables, son visage de pierre. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. La tension entre eux devint différente. Pas seulement de la colère et de la condamnation, mais aussi autre chose. Quelque chose d'innommé. « Tu es têtu », dit-il doucement, comme lui. Niala ne répondit pas. Elle restait simplement là, à attendre. Attendant ce qu'il allait dire maintenant. Irait-il voir les anciens? Raconterait-il tout à son père? Détruirait-il tout ce vers quoi elle tendait? Otak parcourut la clairière du regard. L'arc dans ses mains, les flèches au sol, la souche au loin. Puis il la regarda à nouveau. « Tu tiens l'arc de travers, » dit-il. « Le coude trop haut. C'est pour ça que les flèches partent sur le côté. » Niala cligna des yeux, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi ?» ?»« Le coude, » répéta-t-il, désignant son bras. « Baisse-le, et ne serre pas la poignée si fort. L'arc n'est pas un ennemi. Il doit faire partie de toi. » Elle le regardait, essayant de comprendre. Il n'allait pas raconter. Il n'allait pas l'arrêter. « Pourquoi tu… » commença-t-elle, mais Otak leva la main, l'arrêtant. « Je n'approuve pas ce que tu fais, » dit-il durement. « C'est contre les traditions, contre ce en quoi croit notre tribu. Mais… » Il se tut, cherchant ses mots. « Katan était mon ami. Nous avons chassé ensemble pendant de nombreuses années, et je sais qu'il voyait vraiment en toi ce dont tu parles. Je vous ai vu quand il t'apprenait, quand vous pensiez que personne ne regardait. » Niala sentit une boule dans sa gorge. « Si tu continues… » Otak parlait lentement, pesant soigneusement chaque mot. « On finira par te prendre, et alors la punition sera sévère. On pourrait te bannir de la tribu. Ou pire. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Alors fais-le correctement. » Il se retourna, s'apprêtant à partir, mais se retourna une dernière fois. « Si tu veux être un chasseur, apprends de quelqu'un qui sait. Sinon, tu mourras simplement, comme lui. » Otak s'en alla aussi silencieusement qu'il était venu. Il se fondit entre les arbres, laissant Niala seule dans la clairière. Je dois m'arrêter ici. Dire ce que les historiens ont préféré garder sous silence pendant des siècles. Niala n'était pas la première, et elle ne sera pas la dernière. Dans les années 1880, chez les Apaches, une femme nommée Lozen a combattu. Son frère, le chef Victorio, l'appelait sa main droite et la meilleure stratège. Elle participait aux raids au même titre que les hommes, et les guerriers la respectaient plus que de nombreux compatriotes masculins. Chez les Inuits, les Tchouktchés et les Evenks, les femmes chasseuses n'étaient pas rares. Lorsque la survie dépend de chaque phoque chassé, de chaque reine, le sexe du chasseur cesse d'avoir de l'importance. Ce qui compte, c'est la précision du tir. Au Dahomey, il existait un régiment de femmes guerrières que les Européens ont surnommé Amazones. Elles étaient l'élite de l'armée, prêtaient un vœu de célibat et combattaient si férocement que les ennemis les craignaient plus que les troupes masculines. Les femmes samouraïs au Japon maîtrisaient la naginata et protégeaient les maisons pendant que leurs maris étaient en campagne.
Certaines partaient au combat. L'histoire est pleine de tels noms. C'est juste que l'histoire a été écrite par des hommes, et ils préféraient ignorer les exceptions gênantes. Il était plus simple de dire « les femmes ne se battent pas, ne chassent pas », et d'oublier celles qui le faisaient. Chaque société trace des frontières. Qui peut faire quoi? Les hommes chassent, les femmes ramassent. Les hommes font la guerre, les femmes donnent naissance. Ces frontières semblent inébranlables, jusqu'à ce que quelqu'un les franchisse. Et alors, il s'avère qu'elles étaient conditionnelles depuis le début. C'est ainsi qu'il le comprenait. Peut-être pas avec l'esprit, mais avec l'instinct. C'est pourquoi il n'est pas parti. Elle restait immobile, incapable de bouger, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Ottak savait. Il l'avait vu. Il pouvait tout détruire. Mais au lieu de cela, il lui avait donné un conseil. Niala baissa les yeux sur l'arc dans ses mains. Lentement, prudemment, elle abaissa le coude, relâcha sa prise. Elle tendit à nouveau la corde et sentit la différence. L'arc se courba docilement. La flèche se plaça plus droit. Elle tira. La flèche se planta dans le bord de la souche, presque au centre de la tache sombre. Niala expira. Ses mains ne tremblaient plus. Et quelque part au fond d'elle, naquit une pensée nouvelle, silencieuse, effrayante, troublante. Ottak reviendrait. Pendant 3 jours, Niala vint à la clairière et attendit. Elle s'entraînait, comme avant, tendait la corde, visait la souche, décochait des flèches. À chaque fois, elle touchait plus juste, mais au fond d'elle vivait un sentiment d'inachevé. Elle se surprenait à guetter chaque bruissement dans la forêt, à se retourner à chaque bruit. Mais Ottak ne venait pas. Le 4e jour, elle s'était presque convaincue que tout cela n'était qu'un rêve, qu'il l'avait simplement avertie et était partie pour toujours, qu'elle ne le reverrait plus. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il apparut. L'aube se levait à peine. Le brouillard s'étendait sur le sol comme un voile blanc. Niala était assise sur un tronc d'arbre abattu, vérifiant l'empennage de ses flèches, quand elle entendit un pas familier derrière elle. Elle se retourna. Ottak se tenait au bord de la clairière, tenant dans ses mains 2 arcs et un carquois. L'un des arcs était le sien, grand, puissant, avec une corde en tendon. Le second était plus petit, mais visiblement meilleur que celui de Niala. « Le tien est trop vieux », dit-il en guise de salut, lui tendant l'arc le plus petit. « Le bois est desséché, la corde est faible. Avec ça, tu ne tueras personne, à part peut-être un lapin. » Niala prit l'arc avec précaution, comme si elle craignait qu'il ne se dissolve entre ses mains. Le bois était lisse, chaud au toucher. La corde était parfaitement tendue. Elle passa ses doigts sur la courbure. Un beau travail, précis. « C'est le tien ?» demanda-t-elle doucement. Il l'était. Ottak haussa les épaules. « Quand j'étais plus jeune. Maintenant, il ne me convient plus. Pour toi, il est parfait. » Il jeta le carquois à ses pieds. À l'intérieur se trouvaient plus de 2 douzaines de flèches, droites, avec des pointes acérées, empennées de plumes d'aigle. « Je ne peux pas accepter ça. » Niala regardait les flèches, puis lui. « Si quelqu'un la prend, personne ne le saura. » Ottak s'assit par terre en face d'elle, jambes croisées. « Si tu es prudente, garde tout ici, dans la forêt. Ne l'emporte pas au campement. » Elle hocha la tête, incapable de détacher son regard de l'arc dans ses mains. « Pourquoi m'aides-tu » La question lui échappa malgré elle. « Tu as dit toi-même que c'était contre les traditions, que je profanais la mémoire de Katan. » Ottak resta longtemps silencieux. Il regardait quelque part vers la forêt,
vers la bande de lumière qui perçait à travers les arbres. « Je ne sais pas, dit-il finalement. Sans doute parce que Katan avait raison. Tu as vraiment le regard d'un chasseur. Et j'ai vu comment tu t'entraînes. Tu es têtu, mais pas stupide. Tu n'abandonnes pas. » Il se tourna vers elle. « Mais si tu veux vraiment être un chasseur, l'obstination seule ne suffit pas. Tu dois savoir ce qu'on enseigne pendant des années. Sinon, tu mourras simplement la première fois que tu rencontreras un vrai danger. » « Et tu vas m'enseigner ?»« Oui. » Otak se leva, épousseta ses genoux. « Mais écoute attentivement. Nous avons peu de temps. Tu viens ici chaque matin à l'aube. Je viendrai quand je pourrai. Peut-être une fois tous les 3 jours, peut-être moins souvent. Cela dépend d'où on enverra les chasseurs. Quand je ne suis pas là, entraîne-toi seul. Fais ce que je t'aurai appris. Répète jusqu'à ce que tu puisses le faire les yeux fermés. » Niala hocha la tête, sentant quelque chose qui ressemblait à de l'espoir s'embraser en elle. « Montre-moi comment tu tires. » Otak désigna la souche au loin. Elle se leva, prit le nouvel arc, sortit une flèche du carquois. Elle tendit la corde, plus facilement qu'avec le vieil arc. Elle visa, expiration, tir. La flèche se planta dans la souche, pas tout à fait au centre, mais proche. « Pas mal. » Otak s'approcha, se plaça derrière elle. « Mais ta respiration est mauvaise. Tu la retiens trop longtemps. Les muscles se tendent, la main tremble. Respire régulièrement. Le tir doit se faire sur une expiration naturelle, pas en retenant ton souffle. » Il ne la touchait pas, mais se tenait si près que Niala sentait la chaleur de son corps dans son dos. Son cœur se mit à battre plus vite, d'excitation, de cette étrange sensation de sa présence. « Encore une fois, » dit-il. Elle prit une seconde flèche, s'efforça de respirer régulièrement, comme il l'avait ordonné. Elle banda l'arc, visa, expira doucement et relâcha. La flèche atteignit presque le centre de la cible. « Mieux !» Dans la voix d'Otak résonna quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. « Maintenant, fais-le 20 fois de suite. » Les 2 heures suivantes, il la força à tirer encore et encore. Corrigeait sa posture, lui apprenait à sentir le vent, lui expliquait comment viser correctement à différentes distances. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Quand le soleil monta haut, il l'arrêta. « Ça suffit pour aujourd'hui, » dit Otak. « Tes bras sont fatigués. Si tu continues, tu vas commencer à faire des erreurs. » Niala abaissa l'arc, sentant ses épaules et ses avant-bras endoloris. Mais c'était une fatigue agréable. La fatigue d'un vrai travail. « Quand reviendras-tu » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Demain matin, nous partons à la chasse. Peut-être 3 jours, peut-être une semaine. Ça dépend si nous trouvons le troupeau de bisons. » Il prit son arc, jeta son carquois sur son dos. « Pendant mon absence, entraîne-toi au tir. Mais pas seulement. Apprends à te déplacer sans bruit. Marche dans la forêt, de sorte qu'aucune branche ne craque sous ton pied. Observe les animaux, comment ils boivent, comment ils se nourrissent, où ils vont au crépuscule. Un chasseur doit connaître la forêt mieux que son propre tipi. » Niala écoutait avidement, mémorisant chaque mot. Et encore une chose. Otak s'arrêta avant de partir. Son visage devint grave. « Au campement, tu dois être une fille ordinaire. Aucune bizarrerie, aucun soupçon. Aide ta mère, parle avec les autres femmes. Comporte-toi comme on l'attend de toi. Compris ? Compris. » Il hocha la tête et s'éloigna. Mais après quelques pas, il se retourna.
Katan aurait été fier de toi, dit-il doucement. Même s'il n'aurait pas approuvé. Et il disparut entre les arbres, laissant Niala seule, avec son nouvel arc dans les mains, et une étrange chaleur dans la poitrine. Les jours suivants furent à la fois longs et courts. Au campement, Niala faisait tout ce qu'il fallait. Elle aidait sa mère à préparer les repas, tannait les pots, s'asseyait avec les autres femmes autour du feu, écoutait leurs conversations sur les mariages, les enfants et les nouveaux ornements. Souriait quand il le fallait, répondait aux questions, n'attirait pas l'attention. Mais chaque aube, elle partait dans la forêt, s'entraînait, comme Otak le lui avait ordonné, tirait à l'arc jusqu'à ce que ses bras refusent de lui obéir, apprenait à marcher sans bruit, pas après pas, vérifiant le sol sous ses pieds, contournant les branches sèches, se déplaçant lentement et prudemment. Observait les cerfs, les oiseaux, les traces sur le sol. Un matin, le 6e jour après le départ d'Otak, elle pista un jeune cerf. Le suivit pendant presque 1 heure, se déplaçant contre le vent, utilisant chaque buisson et chaque arbre comme abri. Le cerf ne sentait pas sa présence, broutait tranquillement, levait parfois la tête, tendait l'oreille, mais ne s'enfuyait pas. Niala s'approcha à portée de tir, leva lentement l'arc, banda la corde. Le cerf se tenait de côté, offrant sa poitrine, une cible parfaite. Son doigt reposait déjà sur la corde, prêt à relâcher, quand quelque chose en elle l'arrêta. Pas maintenant, ce n'est pas encore le moment. Elle abaissa lentement l'arc. Le cerf continua à brouter, ne se doutant de rien. Et Niala restait là à le regarder, ressentant un étrange mélange de fierté et de déception. Elle aurait pu tuer, mais avait choisi de ne pas le faire. Quand elle revint à la clairière, Otak l'attendait déjà. Assis sur le même tronc abattu, il aiguisait son couteau sur une pierre. Leva les yeux quand elle sortit de la forêt. « J'ai vu », dit-il simplement. Niala se figea. « Tu m'as suivi ?»« Je suis revenu hier soir. J'ai décidé de vérifier comment tu t'entraînais. » Otak posa le couteau et la pierre. « Tu as bien pisté le cerf. Tu t'es approché près. Il ne t'a pas senti. »« Mais je n'ai pas tiré. » »« Je sais. » Il se leva, s'approcha. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Non pas de la désapprobation, mais quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Pourquoi? Niala haussa les épaules, cherchant ses mots. Je ne sais pas. Simplement, ça aurait été mal. Pas pour l'entraînement, pas comme ça. Otak resta longtemps silencieux, puis hocha lentement la tête. Katan pensait de même, dit-il doucement. Il ne tuait jamais sans nécessité. Il disait que chaque vie est un don des esprits, et qu'il ne faut la prendre que quand c'est nécessaire, pour la tribu, pour la survie. Il la regarda attentivement. Tu es vraiment sa sœur. Ces mots réchauffèrent plus que n'importe quel éloge. Montre-moi ce que tu as appris. Otak s'écarta, libérant l'espace. Et ils s'entraînèrent jusqu'à midi. Il lui enseignait de nouvelles techniques, lui montrait comment tirer depuis différentes positions, comment viser une cible en mouvement, parlait plus que d'habitude, partageait les connaissances accumulées pendant des années. Et Niala écoutait, mémorisait, apprenait. Et quelque part entre les tirs, entre les phrases courtes et les longues pauses, quelque chose changeait. Entre eux grandissait et se fortifiait quelque chose d'innommé. Du respect, de la confiance, un lien. Quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qu'on ne pouvait déjà plus ignorer. La lune était presque pleine lorsque Niala ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle était allongée dans le tipi, écoutait la respiration régulière de sa mère et de sa sœur,
regardait le ray de lumière lunaire qui se faufilait par l'ouverture à fumée. Les pensées tournaient dans sa tête. L'entraînement du lendemain, la nouvelle technique qu'Otak lui avait montrée, la façon dont ses mains avaient corrigé sa prise sur l'arc. Le contact avait été fugace, fortuit, mais sa peau se souvenait encore de la chaleur de ses doigts. Niala ferma les yeux, tentant de chasser cela de son esprit. Stupide. Il lui enseignait simplement, rien de plus. Entre eux, il n'y avait et ne pouvait y avoir rien d'autre que ces leçons secrètes dans la forêt. Mais son cœur battait plus vite quand elle pensait à son regard ce matin, à la façon dont il l'avait regardée après qu'elle eut atteint la cible 5 fois de suite. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas seulement l'approbation du maître, mais quelque chose d'autre, de plus profond. Elle se redressa brusquement, chassant ses pensées. Il fallait prendre l'air, respirer l'air de la nuit. Niala se glissa silencieusement hors du tipi. Le campement dormait. Les feux se consumaient, transformés en braises rougeoyantes. Il n'y avait âme qui vive entre les habitations. Seuls les chiens levaient parfois la tête, la suivant du regard, mais n'aboyaient pas. Il la connaissait. Et se dirigea vers la lisière du campement, là où la terre descendait vers la rivière. L'eau scintillait sous la lune, coulait paisiblement, murmurait contre les pierres. L'air était frais, sentait l'humidité et le limon de la rivière. Niala s'assit sur une grosse pierre au bord de l'eau, entoura ses genoux de ses bras. La nuit était si calme, si paisible. Les étoiles parsemaient le ciel d'innombrables points de lumière. « Tu ne dors pas ?» La voix derrière elle la fit sursauter. Niala se retourna. Otak se tenait à quelques pas, sa silhouette se découpant nettement sur le fond du ciel nocturne. « Tu m'as fait peur », souffla-t-elle, en portant la main à sa poitrine. « Pardon », dit-il en s'approchant, s'asseyant sur une pierre voisine. « Je t'ai vu sortir du tipi. J'ai voulu vérifier que tout allait bien. » Ils restèrent assis en silence un moment, écoutant le bruit de l'eau. Niala sentait sa présence à côté d'elle, proche, chaleureuse, apaisante et troublante à la fois. « À quoi penses-tu » demanda doucement Otak. « À beaucoup de choses » répondit Niala, en regardant la rivière, n'osant pas se tourner vers lui. À quel point tout a changé. Il y a 6 mois, j'étais une fille ordinaire. J'aidais ma mère, je riais avec mes amis, je pensais à qui j'épouserais. Et maintenant tu es une chasseresse, acheva-t-il. Presque, corrigea-t-elle. Je n'ai encore tué personne. Je m'entraîne seulement. C'est important aussi. Peut-être même plus important. Otak ramassa un caillou, le jeta dans l'eau. Des cercles se formèrent à la surface, déformant le reflet de la lune. Beaucoup savent tirer, mais peu savent quand tirer et quand ne pas le faire. Tu l'as montré avec ce cerf. Niala se tourna vers lui. Dans la lumière lunaire, son visage semblait plus doux que d'ordinaire. Les traits étaient moins marqués, le regard moins sévère. « Otak » commença-t-elle prudemment. « Pourquoi m'aides-tu vraiment ? C'est dangereux pour toi, si quelqu'un l'apprend. »« Je sais, » dit-il sans détourner les yeux de la rivière. « Les anciens nous puniront tous les deux. Tu seras banni, moi aussi peut-être, ou pire. Alors pourquoi prends-tu ce risque ?» Un long silence. La rivière murmurait. Quelque part dans l'obscurité, un hibou ulula. Otak resta silencieux si longtemps que Niala pensa qu'il ne répondrait pas. « Je ne sais pas, » dit-il finalement, et il y avait dans sa voix un étrange désarroi. Au début, je pensais que je faisais cela pour Katan.
C'était mon ami, presque un frère. Et je voyais comment il te regardait quand il t'apprenait à lire les traces. Il voulait que tu saches cela, même si tu ne pouvais pas l'utiliser. Otak se tourna vers elle, et leurs regards se croisèrent. Mais maintenant, je ne le fais plus seulement pour lui. Le cœur de Niala se mit à battre plus vite. Pourquoi alors? Pour toi, dit-il simplement, sans emphase, comme s'il constatait un fait. Tu le mérites. Tu mérites d'apprendre ce pourquoi tu as un don, même si la tribu ne le comprend pas. Quelque chose se serra dans la poitrine de Niala, chaud, effrayant, incompréhensible. Beaucoup de filles dans la tribu aimeraient être à ma place, dit-elle doucement, sans vraiment comprendre pourquoi elle disait cela. Près de toi, tu sais bien qu'elle t'apporte de la nourriture, te couse des vêtements. Je sais, dit Otak avec un sourire sans joie. Mais ce n'est pas moi qu'elles veulent. Elles veulent un bon chasseur, un futur chef, un protecteur. Elles me regardent et voient ce qu'elles veulent voir. Pas un homme, un rôle. Et qui vois-tu quand tu me regardes? La question lui échappa avant qu'elle ait pu y réfléchir. Otak se tourna complètement vers elle. La lumière de la lune éclairait son visage, et Niala voyait dans ses yeux quelque chose de nouveau, profond, puissant, effrayant. Je vois quelqu'un qui n'a pas peur de suivre son propre chemin, dit-il lentement. Quelqu'un de têtu, de courageux et d'honnête. Quelqu'un avec qui je peux me taire sans sentir que je dois dire quelque chose. Il marqua une pause. Je te vois, Niala. La vraie. L'air entre eux devint dense, saturé de non-dits. Niala ne pouvait détourner le regard, ne pouvait bouger. Otak leva lentement la main et, avec précaution, presque timidement, effleura sa joue. Le contact était léger, mais il fit courir des frissons sur sa peau. « Je ne devrais pas ressentir cela, » murmura-t-il. « Ce n'est pas bien. Je suis le maître. Tu es l'élève. Je suis plus âgé. Je devrais être... » « Arrête !» dit Niala, en couvrant sa main de la sienne. « Arrête de parler de ce que tu devrais. Dis-moi ce que tu ressens. » Otak ferma les yeux, comme si cela lui faisait mal. « Je ressens que je pense à toi trop souvent, que j'attends chaque matin de te voir dans la clairière, que chaque fois que tu souris après un tir réussi, quelque chose en moi s'éveille. » Niala ne respirait plus. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre dans tout le campement. Otak. Il ouvrit les yeux, et il contenait une telle profondeur de sentiment qu'elle en eut le souffle coupé. « Mais nous ne pouvons pas, » dit-il durement en baissant la main. « Tu comprends? Ce que nous faisons dans la forêt est déjà assez dangereux. Si nous y ajoutons encore... » « Je sais, » l'interrompit Niala, bien qu'à l'intérieur, tout se contracta de déception. « Je sais. » Ils restèrent assis en silence, et la distance entre eux semblait à la fois minuscule et immense. « Il faut que je rentre. » Niala se leva la première. Ses jambes étaient en coton, ses mains tremblaient. L'aube approche. Otak hocha la tête sans lever les yeux. Elle s'éloigna, mais à mi-chemin s'arrêta et se retourna. « Ce que tu as dit, sur ce que tu vois en moi, moi aussi je te vois tel que tu es vraiment, et j'aime ce que je vois. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle marcha rapidement vers le campement, sentant son regard dans son dos. Les jours suivants furent étranges. Ils continuèrent à se retrouver dans la clairière, continuèrent les entraînements. Mais quelque chose avait changé. Une nouvelle prudence était apparue entre eux. Ils s'efforçaient de ne pas se toucher, de ne pas se tenir trop près, éviter les regards prolongés. Mais la tension ne faisait que croître. Niala la sentait, dans la façon dont sa voix se figeait quand il expliquait une nouvelle prise, dans la façon dont son regard
s'attardait sur elle un peu plus longtemps que nécessaire, dans la façon dont son propre cœur accélérait sa course quand il s'approchait. Le 7e jour, après cette rencontre nocturne, arriva ce qu'ils redoutaient tous les deux. Niala s'entraînait au tir quand elle entendit des voix, masculines, fortes, s'approchant de la clairière. Des chasseurs. Elle et Otak échangèrent un regard. La panique jaillit dans sa poitrine. « Cours !» Otak saisit son arc et son carquois, les jeta dans les buissons. « Vite, par la forêt, vers la rivière. Ils ne doivent pas te voir ici. Et toi, je dirais que je pistais un cerf. Cours !» Niala se précipita dans les fourrés, se déplaçant sans bruit, comme il le lui avait appris. Son cœur battait la chamade, sa respiration s'affolait. Elle entendait les voix se rapprocher. Otak hélait les autres chasseurs. Elle se cacha derrière un buisson épais, retint son souffle. À travers les branches, elle vit 3 hommes déboucher dans la clairière. Ils parlaient avec Otak, riaient, montraient quelque chose en direction de la forêt. L'un d'eux regarda autour de lui, comme s'il avait senti quelque chose. Niala se figea, sans respirer. Une longue, interminable minute. Puis les chasseurs s'éloignèrent, et leurs voix s'éteignirent au loin. Elle attendit encore longtemps avant de sortir de sa cachette. Ses mains tremblaient. Ses jambes la portaient à peine. Otak se tenait toujours dans la clairière, dos à elle. « Ils sont partis », dit-il sans se retourner. Mais c'était trop près. Niala s'approcha de lui, s'arrêta à un pas derrière. « Et maintenant ?»« Maintenant, nous devons être encore plus prudents. » Otak se retourna. Son visage était tendu. « Peut-être devrions-nous arrêter ?»« Non !» Niala lui saisit la main, sans réfléchir. « Non, je ne m'arrêterai pas. Pas maintenant. » Otak regarda sa main sur la sienne, puis ses yeux. « Tu es si têtu, » murmura-t-il. « Je sais. » Elle ne lâchait pas sa main. « Mais toi non plus, tu ne veux pas t'arrêter, n'est-ce pas ?» Une longue pause. Puis, Otak entrelaça lentement ses doigts aux siens. « Non, » admit-il doucement. « Je ne veux pas. » Et ils restèrent ainsi, main dans la main au milieu de la clairière, comprenant qu'ils suivaient un chemin très dangereux. Mais aucun d'eux ne pouvait faire demi-tour. La première neige arriva de façon inattendue. Niala se réveilla et vit la blancheur derrière la tenture du tipi, légère, à peine perceptible, mais recouvrant déjà le sol d'une fine couche. L'hiver approchait. Bientôt la tribu commencerait à se préparer au froid, aux longs mois où la chasse deviendrait plus difficile et la vie plus rude. Il restait peu de temps. Elle s'entraînait depuis 2 mois déjà. 2 mois de rencontres secrètes à l'aube, d'heures dérobées dans la forêt, quand Otak lui enseignait tout ce qu'il savait lui-même. Ses mains s'étaient endurcies, couvertes de cales à cause de la corde. Ses muscles s'étaient raffermis. Son regard était devenu plus perçant. Maintenant, elle voyait ce qu'elle laissait passer auparavant. Les traces dans la neige, une branche cassée, des griffures sur l'écorce. Des crottes d'animal, qui permettaient de déterminer depuis combien de temps la bête était passée par là. La forêt était devenue sa seconde maison. Ce matin, quand elle arriva dans la clairière, Otak l'attendait déjà. Il se tenait à la lisière de la forêt, regardait la neige fraîche sous ses pieds. « Bon temps pour la chasse, » dit-il quand elle s'approcha. « La trace se voit plus nettement. La bête laisse plus de signes. » Niala hocha la tête, sentant l'excitation monter en elle. « Es-tu prête ?» Otak se tourna vers elle. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, du sérieux, de la détermination. « À quoi ?» ?»« À une vraie chasse. » Son cœur manqua un battement. « Tu penses que je suis prête ? Je pense que si tu n'essaies pas maintenant, tu ne sauras jamais. » Otak sortit son arc, vérifia la corde. « Je t'ai vu tirer. Tu ne rates pas ta cible. Tu sais te déplacer sans bruit. Tu lis les traces mieux que certains chasseurs de la tribu. »
Il la regarda attentivement. Il est temps de vérifier si tu peux non seulement pister, mais aussi capturer. Niala déglutit. Ses mains transpiraient malgré le froid. Que dois-je faire? Viens. Otak s'enfonça dans la forêt et elle le suivit. Ils marchèrent en silence, se déplaçant parallèlement à la rivière. La neige crissait sous leurs pas, très doucement, presque imperceptiblement, mais Otak lui montra tout de même comment poser le pied pour que le bruit soit minimal. Comment utiliser les pierres et les zones de terre dégagées où la neige était moins épaisse. Au bout d'une demi-heure, il s'arrêta, s'accroupit. Niala s'agenouilla à ses côtés. « Regarde, dit-il en désignant la neige. Une trace, un sabot fendu, net, frais. Un cerf, adulte, à en juger par la taille. Il est passé récemment, chuchota Niala, en promenant ses doigts à côté de l'empreinte. Peut-être il y a 1 heure. Il marchait sans se presser. Il s'est arrêté ici. Elle indiqua un endroit où la neige était tassée. Il se nourrissait. Bien, approuva Otak d'un hochement de tête. Où est-il allé ensuite? Niala examina attentivement les traces, détermina la direction. Vers la rivière. Boire. Alors suivons-le. Prudemment. Face au vent. Tu te souviens? Elle acquiesça, resserra sa prise sur l'arc. Ils avançaient lentement, pas à pas. Niala menait, Otak marchait derrière, observait, donnait parfois de discrets conseils. Le cœur battait dans sa poitrine. Les mains tremblaient légèrement, d'excitation, d'anticipation. La piste les conduisit à une petite clairière près de la rivière. Et là, parmi les arbres, se tenait le cerf. Un jeune mâle, avec de petits bois. Il buvait au ruisseau, le museau penché vers l'eau. Otak toucha l'épaule de Niala, l'arrêta, recula lentement, lui laissant de l'espace. C'était sa chasse, sa décision. Niala s'accroupit derrière un buisson, évaluant la distance. 25 pas. Pas trop loin, mais pas proche non plus. Le cerf se tenait de profil. Une bonne position pour tirer. Elle sortit une flèche, la plaça sur la corde. Ses mains ne tremblaient plus. Un calme étrange l'enveloppa. C'était à même d'en parlait Catan. Quand le monde entier se rétrécit jusqu'à un seul point, jusqu'à la cible. Lentement, elle leva l'arc, tendit la corde, visa. Juste derrière l'omoplate avant, là où bat le cœur. Sa respiration ralentit. Inspiration régulière. Expiration fluide. Le cerf releva la tête, aux aguets. Maintenant. Niala relâcha la corde. La flèche siffla dans l'air, parcourut 25 pas en une fraction de seconde et se planta exactement dans la cible. Le cerf fit un écart, bondit plusieurs fois et s'effondra. Silence. Niala restait immobile, incrédule. L'arc était encore levé, ses doigts figés sur la corde. Elle avait tué. Elle l'avait fait. « Va », dit la voix douce d'Otak derrière elle. « Achève la chasse. » Elle sortit lentement de sa cachette, s'approcha du cerf. Il gisait immobile, les yeux ouverts, mais déjà vides. La flèche dépassait de sa poitrine. Un tir parfait. Niala s'agenouilla à côté de lui, posa la main sur la fourrure encore chaude. À l'intérieur, elle ressentait quelque chose d'étrange. Ni joie, ni fierté. Autre chose. Du respect, de la gratitude. « Pardonne-moi, frère », murmura-t-elle, comme Catan le lui avait enseigné. « Ta vie ne sera pas vaine. Ta chair nourrira la tribu. Ta peau réchauffera dans le froid.
Merci pour ton don. Je dois expliquer pourquoi ces mots sont importants. Pourquoi la première prise n'est pas simplement un animal tué. Dans les sociétés de chasse traditionnelles à travers le monde, il existait un même rituel avec de petites variations. Le chasseur ne tuait pas simplement la bête, il entrait dans un accord avec le monde des esprits. Les Indiens d'Amérique du Nord croyaient que l'animal donnait sa vie volontairement si le chasseur était digne. Après la tuerie, il fallait remercier l'esprit de la bête, demander pardon, expliquer la nécessité. Certaines tribus mettaient le sang de l'animal tué sur le front du chasseur, un signe de passage, d'initiation. Dans les tribus africaines, un jeune homme ne devenait un homme qu'après sa première prise sérieuse. Tuer une antilope, un lion, un buffle, signifiait prouver son droit au nom de guerrier. Après cela, le jeune homme recevait des cicatrices spéciales et un nouveau nom. Les peuples du Nord, les Sahamis, les Nénais, les Évenques, faisaient des offrandes aux esprits de la forêt avant et après la chasse. Une partie de la prise était toujours laissée dans la taïga. « C'est ta part, maître. Merci de partager. » La chasse dans ces cultures n'était pas un sport, pas un divertissement. C'était un acte sacré. Prendre une vie pour continuer la sienne. Équilibre, échange, respect. C'est pourquoi Nyala ne ressent pas de triomphe. Elle a tué un être vivant. Oui, pour survivre. Oui, c'est naturel. Mais la vie n'est pas une bagatelle. Chaque mort signifie quelque chose. Elle le comprend instinctivement. Comme les chasseurs l'ont compris il y a des milliers d'années. Cet instinct, ce respect pour la proie, distingue le chasseur du tueur. Otak s'approcha et se tint à côté d'elle. Il resta longtemps silencieux, se contentant de la regarder. « Ton premier » dit-il enfin. « Oui. » Tir en plein cœur, mort rapide. Il n'a pas souffert. Otak s'accroupit près d'elle. Katan aurait été fier. Nyala sentit les larmes lui monter à la gorge. Pas de chagrin, quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Comme si la boucle était bouclée, comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. « Je l'ai fait » murmura-t-elle. « Tu l'as fait. » Otak posa sa main sur la sienne. « Tu es une vraie chasseresse maintenant, Nyala. » Elle se tourna vers lui, et leurs visages se retrouvèrent tout près l'un de l'autre. Sa main reposait toujours sur la sienne, chaude, forte. « Merci, souffla-t-elle, d'avoir cru en moi, de m'avoir enseigné. Pour tout. Tu n'as pas à me remercier. » Otak plongeait son regard dans le sien, et dans ses yeux, il y avait tant de choses. Fierté, tendresse, quelque chose de plus profond. Tu as tout fait toi-même. Je t'ai juste montré le chemin. Non, Nyala secoua la tête. Tu as fait plus, bien plus. La distance entre eux se réduisit. Elle sentait la chaleur de son souffle, voyait chaque ligne sur son visage, chaque cils. Nyala, sa voix devint rauque. Nous ne devrions pas. Je sais, l'interrompit-elle, mais en ce moment, ça m'est égal. Et elle se pencha vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent, avec précaution, tendresse, comme si elle craignait d'effaroucher l'instant. Otak se figea une seconde, puis sa main glissa vers sa nuque, approfondissant le baiser. Le monde disparut. Il ne resta que d'eux, la neige sous leurs genoux, le silence de la forêt autour d'eux. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient de façon saccadée. « Cela change tout », murmura Otak, front contre front. « Je sais, ce sera encore plus dangereux pour nous. Je sais, mais je ne veux pas m'arrêter, » avoua-t-il. Et dans sa voix, il y avait un tel désarroi, une telle honnêteté. Moi non plus. Ils restèrent assis ainsi, main dans la main,
au milieu de la forêt et de la neige, près de la première prise de Nyala. Et tous deux comprenaient qu'ils avaient franchi une ligne, au-delà de laquelle il n'y avait pas de retour possible. Le soir, Nyala rentra seul au campement. Otak était resté dans la forêt. Il avait transporté le cerf dans un endroit abrité, l'avait dépecé, caché la viande. Il en rapporterait une partie plus tard, dirait qu'il l'avait chassé lui-même lors d'une sortie solitaire. Le reste, il le laisserait à Nyala, son trophée, sa réussite, même si personne ne le saurait jamais. Dans le tipi, il faisait chaud. Sa mère préparait le dîner. Sa petite sœur jouait avec une poupée faite de feuilles de maïs. Où étais-tu? Sa mère ne levait pas les yeux de son travail, mais on sentait de la méfiance dans sa voix. À la rivière, je ramassais des racines. Le mensonge glissa facilement de sa langue. Trop facilement. Par un froid pareil? Dernière chance avant l'hiver. Sa mère ne dit rien, mais quelque chose dans son silence mit Nyala en alerte. Le soir, quand sa sœur fut endormie, sa mère vint s'asseoir près d'elle. Elle la regarda longuement, d'un air scrutateur. « Tu as changé, dit-elle doucement. Le cœur de Nyala manqua un battement. « Que veux-tu dire? Tu es devenue différente, plus solide, plus forte. » Sa mère prit sa main, la retourna paume vers le haut, passa le doigt sur les callosités. Ce n'est pas à force de ramasser des racines. Nyala se figea. Elle ne savait que dire. « Tu as le regard de ton frère, » continua sa mère. « Le même regard de chasseur. Je le vois chaque fois que tu regardes la forêt. Et je vois comment Otak te regarde. » L'air se figea. « Maman, je ne poserai pas de questions. » Sa mère serra sa main. « Je ne veux pas savoir. Mais sois prudente, ma fille. Ce que tu fais, c'est dangereux. Pour vous deux. » Nyala regardait sa mère, les yeux écarquillés. « Tu ne diras rien? » Non. Sa mère secoua la tête. « J'ai perdu un fils. Je ne veux pas perdre ma fille aussi. Mais j'ai peur pour toi. Très peur. » Nyala serra sa mère dans ses bras, enfouit son visage contre son épaule. « Pardon, » murmura-t-elle. « Ne t'excuse pas. » Sa mère lui caressa les cheveux. « Sois juste prudente. Et souviens-toi, s'il arrive quelque chose, je suis de ton côté. » Cette nuit-là, Nyala resta éveillée, pensant à ce qui s'était passé. À sa première prise, au baiser, aux paroles de sa mère. Tout changeait trop vite. Et quelque part au fond d'elle, grandissait un pressentiment. Qu'il y aurait quelque chose d'important devant elle, de décisif. Quelque chose qui changerait sa vie à jamais. L'hiver s'installa pour de bon, une semaine après la première prise de Nyala. La neige tomba en une couverture épaisse. La rivière gela sur ses rives. Le vent devint méchant et cinglant. La tribu se préparait au long mois froid, séchait la viande, vérifiait les réserves, réparait les tipis. Les chasseurs sortaient moins souvent, seulement quand le temps le permettait. Nyala et Otak se voyaient désormais différemment, pas chaque jour comme avant. Parfois une semaine s'écoulait avant qu'ils ne puissent quitter le camp sans être remarqués. Mais chaque rencontre devenait plus précieuse, plus importante. Ils ne prétendaient plus qu'il n'y avait entre eux qu'un apprentissage. Ils s'asseyaient près d'un petit feu, dans une grotte abritée qu'Otak avait trouvée dans les rochers. Ils parlaient de beaucoup de choses, de la tribu, de l'avenir, de ce qui arriverait quand l'hiver serait fini. Parfois, ils restaient simplement silencieux, se tenant la main, regardant le feu. « J'ai réfléchi à ce que je dirais aux anciens », prononça Otak un soir. Les flammes projetaient des ombres sur son visage, le vieillissant. Quand le moment viendra. Nyala se tourna vers lui. « Quel moment ?»
Quand je demanderai ta main, dit-il calmement, comme une évidence. Son cœur se mit à battre plus vite. Otak. Je sais ce que tu vas dire. Il leva la main, l'arrêtant. Que c'est trop tôt, qu'il faut d'abord régler la question de ta chasse, que la tribu pourrait ne pas comprendre. Il se tourna vers elle, prit ses 2 mains dans les siennes. Mais je veux que tu connaisses mes intentions. Ce n'est pas simplement un engouement, pas simplement ce qui s'est passé entre un maître et son élève. Je veux être avec toi. Toujours. Niala regardait dans ses yeux et y voyait une telle sincérité, une telle force de sentiment, que le souffle lui manqua. « Moi aussi je veux être avec toi », chuchota-t-elle. « Mais je ne sais pas comment c'est possible. Je ne peux pas simplement devenir une épouse ordinaire. Pas après tout ce que tu m'as appris. Pas après avoir ressenti ce que signifie être chasseur. » Je sais. Otak l'attira plus près, l'enlaça. « Nous trouverons un moyen. Je ne sais pas lequel, mais nous trouverons. » Ils restèrent ainsi, dans la chaleur l'un de l'autre, écoutant le vent hurler dehors. Le malheur arriva par une nuit froide, quand la lune n'était qu'un mince croissant. Niala se réveilla au cri. Elle sortit précipitamment du tipi et vit tout le camp debout. Les femmes attrapaient les enfants. Les hommes couraient vers les armes. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en saisissant une voisine. « Des loups !» La femme était pâle de peur. « Une grande meute. Ils ont attaqué l'enclos des chevaux. » Niala courut vers le centre du camp. Les guerriers s'y rassemblaient déjà, avec des lances, des arcs, des torches. Otak se tenait parmi eux, donnant des ordres. « Nous nous diviserons en 3 groupes, » disait-il. « Le premier garde le camp, le deuxième va à l'enclos, le troisième encerclera la meute de l'autre côté. » Le vieux chef hocha la tête, approuvant le plan. Dans l'obscurité au-delà du camp, on entendait des bruits, des grognements, des hennissements effrayés de chevaux, le craquement de perches qui se brisaient. Les guerriers s'avancèrent. Niala se tenait parmi les femmes, serrant les poings. Tout en elle criait, elle devait être là-bas, devait aider, mais elle ne pouvait pas. Une femme n'avait pas sa place à la chasse, encore moins à la chasse au loup. 1 heure passa, peut-être 2. De l'obscurité parvenaient des cris, des aboiements de chiens, des hurlements de loups. Puis des tirs, les sons sourds de flèches perçant l'air. Niala attendait, et chaque minute s'étirait en éternité. Enfin les guerriers revinrent. Certains boitaient, d'autres saignaient de blessures déchirées. Mais vivants. Tous vivants. Otak marchait en tête, tenant une torche. Son visage était sombre. « Nous avons tué 3 loups, » rapporta-t-il au chef. « Les autres sont partis. Mais la meute est grande, affamée. Ils reviendront. »« Combien de chevaux avons-nous perdus » demanda le chef. « 2 tués, 3 autres blessés. » Un lourd silence s'abattit sur le camp. Les chevaux valaient leur pesant d'or. 2 tués, une grande perte. « Il faut traquer la meute, » dit l'un des chasseurs. « Tuez le chef, sinon ils reviendront. »« Demain à l'aube, » acquiesça le chef. « Nous rassemblerons les meilleurs pisteurs. » Cette nuit-là, Niala ne dormit pas. Elle restait allongée, pensant au loup, au fait que demain les chasseurs iraient dans la forêt. Otak irait avec eux. Il était le meilleur pisteur de la tribu. Et quelque chose en elle lui soufflait. Ce serait dangereux. Très dangereux. À l'aube, elle se glissa secrètement hors du camp. Elle prit son arc dans sa cachette, son carquois de flèches. Elle suivit le groupe de chasseurs, se tenant à distance. Ils suivaient la trace de la meute de loups, des empreintes de pattes dans la neige, des gouttes de sang, des touffes de poils sur les buissons. La piste menait au cœur de la forêt, vers les collines rocheuses. Niala marchait sur un parcours parallèle,
utilisant les abris, restant invisible. Son cœur battait régulièrement. Un calme étrange avant le danger. Les chasseurs trouvèrent le repère des loups au pied d'un rocher. Une grande fissure entre les pierres, d'où provenaient des grognements. Otak s'approcha prudemment, scrutant l'obscurité. Les autres formèrent un demi-cercle, bandèrent leurs arcs. Et alors, arriva ce que personne n'attendait. De la fissure jaillit non pas un loup, mais 5 d'un coup. Énormes, gris, les crocs découverts. Ils se jetèrent sur les chasseurs avec une telle vitesse que ceux-ci eurent à peine le temps de réagir. Les premières flèches volèrent vers leur cible. Un loup tomba. Un deuxième hurla de douleur. Mais les autres étaient déjà trop proches. Otak tira, toucha sa cible. Mais le loup ne s'arrêta pas. Il fonça en avant, renversa l'un des guerriers. Un autre fauve sauta sur Otak, le fit tomber dans la neige. Niala ne réfléchit pas. Elle bondit de sa cachette, tendit la corde en courant, tira. La flèche transperça le loup qui attaquait Otak, exactement dans le cou. La bête râla, roula sur le côté. Un deuxième tir. Un troisième. Chacun précis, chacun mortel. Les chasseurs se retournèrent, la virent, restèrent figés de stupeur. Le dernier loup se tourna vers Niala, retroussa les babines. Un énorme mâle, le chef de la meute. Le poil de son échine se hérissa, ses yeux brûlaient de fureur. Niala sortit lentement sa dernière flèche, la plaça sur la corde. Le loup se ramassa contre terre, prêt à bondir. Le monde ralentit. Elle voyait chaque détail, les crocs, la bave, les muscles bandés pour l'assaut. Elle entendait sa propre respiration, sentait le poids de l'arc dans ses mains. Le loup bondit. Niala tira. La flèche se planta exactement entre les yeux, arrêtant la bête en plein vol. Il s'effondra à ses pieds, mort avant même de toucher le sol. Le silence. Tous la regardaient. Les chasseurs, Otak, tous. Personne ne bougeait, ne prononçait un mot. Niala se tenait là, l'arc vide dans les mains, respirant lourdement. La neige alentour était rouge du sang des loups. Niala. La voix d'Otak était rauque. Il se releva, se tenant l'épaule. Le loup avait eu le temps de laisser des griffures déchiquetées. « Qu'est-ce que tu... » ?»« Pardon, » murmura-t-elle, sans quitter des yeux le chef de meute mort. Je ne pouvais pas rester là à regarder. L'un des chasseurs les plus âgés, un guerrier aux cheveux gris nommé Chatan, s'avança. Il regarda les loups abattus, puis Niala. 5 tirs, dit-il lentement. 5 touches. Une pause. Qui t'a appris? Niala leva les yeux vers Otak. Leurs regards se croisèrent. Elle voyait de la peur sur son visage, mais aussi autre chose. De la fierté. J'ai appris seule, mentit-elle. Après la mort de Hatan, je voulais continuer ce qu'il m'avait enseigné dans mon enfance. Seule? Chatan ne la croyait pas. De telles compétences ne viennent pas toutes seules. Mon frère m'a beaucoup montré, quand il était vivant. Niala parlait fermement, sans baisser les yeux. J'ai simplement retrouvé la mémoire et continué. Un long silence. Les chasseurs échangeaient des regards. Certains avec méfiance, d'autres avec respect. « Tu as enfreint la loi de la tribu, » dit enfin Chatan. « Une femme ne peut pas être chasseur. » « Je sais. » Niala baissa son arc. « Et je suis prête à accepter la punition. Mais dis-moi d'abord, qui parmi vous aurait pu arrêter le chef de meute aujourd'hui? Qui aurait fait 5 tirs précis en quelques secondes? » Personne ne répondit. « Elle nous a sauvé la vie, »
l'un des jeunes guerriers s'avança. Sans elle, Otak serait mort. Et moi aussi. La loi est la loi, Chatan secoua la tête. Mais il regarda les loups abattus, Niala, les autres chasseurs. Les anciens doivent décider, pas nous. Le soir, tout le campement se rassembla autour du grand feu. Niala se tenait au centre du cercle, seule. La tribu la regardait. Certains avec réprobation, d'autres avec curiosité, d'autres encore avec une admiration mal dissimulée. Les anciens étaient assis en demi-cercle. Le chef, au centre, à sa droite et à sa gauche, les sages de la tribu. « Niala, fille de Takoda, » commença le chef. « Tu es accusée d'avoir enfreint les traditions ancestrales. Une femme ne peut pas être chasseur. C'est la loi de nos ancêtres. Le savais-tu » ? Je le savais. La voix de Niala était calme. « Et tu l'as quand même enfreinte » ? Oui. Un murmure parcourut la foule. « Pourquoi » ? Niala releva la tête, croisa le regard du chef. « Parce qu'après la mort de mon frère, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais pas simplement retourner à ma vie d'avant. Atan m'avait appris à voir le monde autrement. Et je sentais que si je ne continuais pas sur sa voie, je trahirais sa mémoire. » Elle marqua une pause. Peut-être ai-je tort. Peut-être les traditions sont-elles plus importantes que les sentiments personnels. Mais je ne pouvais pas faire autrement. « Tu as mis en péril l'ordre de la tribu, » dit l'un des anciens. « Si une femme peut enfreindre la loi, qu'est-ce qui empêchera les autres de faire de même ? Rien, » Niala parlait fermement. « Si elles ont le don et le désir, si elles sont prêtes à apprendre et à travailler aussi durement que les hommes. » Le bruit dans la foule s'intensifia. Certains criaient que c'était de la folie. D'autres réclamaient son bannissement. « Silence !» Le chef leva la main. Tous se turent. « Aujourd'hui, tu as tué le chef de la meute de loups, » poursuivit le chef. « Tu as sauvé la vie de nos chasseurs. Est-ce vrai ? » C'est vrai. Et tu affirmes avoir appris seul ? Niala hésita, puis acquiesça. Oui, elle ne mêlerait pas Otak à cela. Elle ne le mettrait pas en danger. Le chef la regarda longuement, puis se tourna vers les anciens. Ils délibérèrent à voix basse, longuement. Enfin, le chef se leva. « Niala, fille de Takoda, tu as enfreint la tradition, mais tu as aussi fait preuve de courage et de compétence. » Il marqua une pause. Les anciens ont pris une décision. Tu recevras une épreuve. Dans 3 jours, tu partiras à la chasse avec nos meilleurs guerriers. Si tu prouves que tu es digne de porter les armes, si tes compétences ne sont pas un hasard mais une véritable maîtrise, nous te reconnaîtrons comme chasseur. La première femme chasseur de l'histoire de notre tribu. Niala ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Et si je n'y arrive pas ? Alors tu abandonneras la chasse pour toujours. Tu retourneras au devoir féminin. Et tu ne prendras plus jamais les armes. Une longue pause. Niala sentait des dizaines de regards sur elle. Elle voyait sa mère dans la foule. Celle-ci la regardait avec inquiétude, mais aussi avec fierté. Elle voyait Otak. Il se tenait parmi les guerriers, le visage de pierre, mais une flamme brûlait dans ses yeux. « J'accepte, » dit Niala fermement. Le chef acquiesça. « Alors prépare-toi. Dans 3 jours, nous saurons si tu es digne du nom de chasseur. » Ces 3 jours furent les plus longs de la vie de Niala. Elle s'entraînait de l'aube au crépuscule. Otak l'aidait en secret, quand il le pouvait, lui donnait les derniers conseils, vérifiait sa préparation. « Tu vas réussir, » disait-il. « Je sais que tu vas réussir. Et si je n'y arrive pas, alors nous trouverons un autre chemin. » Il la prit dans ses bras. « Mais tu vas réussir. Je crois en toi. »
La nuit précédant l'épreuve, Nyala ne dormit pas. Elle était assise près du feu, regardant les flammes. Sa mère vint s'asseoir à côté d'elle, l'enlaça en silence. « Atan te regarde en ce moment, » murmura-t-elle. Et il sourit. « Tu crois ? J'en suis sûre. » À l'aube du 4e jour, Nyala se rendit au point de rassemblement. 10 des meilleurs chasseurs de la tribu l'attendaient. Parmi eux, Otak, Shatan et d'autres guerriers expérimentés. Le chef expliqua la mission. « Vous irez dans les montagnes. Là-bas vit le mouflon, rapide, prudent, dangereux. Vous ne reviendrez que lorsque vous l'aurez obtenu. » Nyala devait prouver qu'elle pouvait chasser à l'égal des hommes. Ils se mirent en route. Ils marchèrent toute la journée, s'élevant toujours plus haut dans les montagnes. La neige recouvrait le sol d'une épaisse couche. Le vent était vif, cinglant. Vers le soir, ils trouvèrent des traces, fraîches, menant vers les rochers. « Demain à l'aube, » dit Shatan. « Il fait trop sombre maintenant. » Ils établirent un campement provisoire, allumèrent un feu. Nyala était assise un peu à l'écart, vérifiait ses flèches, se préparait. Otak vint s'asseoir près d'elle, quand les autres furent distraits. « Comment vas-tu » demanda-t-il doucement. « Je suis prête. »« Je sais. » Il prit sa main, la serra. « Quoi qu'il arrive demain, sache que je suis fier de toi. » Et se tourna vers lui, le regarda dans les yeux. « Otak, si je n'y arrive pas, tu y arriveras. » Il l'attira plus près, pressa son front contre le sien. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu y arriveras. » À l'aube, ils remontèrent la piste. Le mouflon était haut perché sur un rebord rocheux, un mâle énorme, aux cornes recourbées. Il se tenait au bord du précipice, regardait en bas, ne se doutant de rien. « C'est ton tir. » Shatan fit un signe de tête à Nyala. Elle leva lentement son arc. La distance était grande, presque 40 pas. Le vent soufflait de côté, déviait la flèche. Il fallait tout prendre en compte. La distance, le vent, l'angle. Nyala ferma les yeux, se souvint de tout ce qu'Otak lui avait enseigné. Tout ce que Atan savait. Elle ouvrit les yeux. Visa. Inspiration profonde. Expiration lente. Lâcha prise. La flèche s'envola, se courba dans le vent et toucha. Le mouflon chancela, tomba. Silence. Puis, l'un des chasseurs cria. « Elle l'a eu! Tir parfait !» Les autres reprirent en chœur. Même Shatan souriait. Pour la première fois depuis tous ces jours. Otak regardait Nyala, et dans ses yeux, il y avait tant de fierté, tant d'amour, qu'elle en eut le souffle coupé. Ils revinrent au campement au coucher du soleil, portant leur prise. La tribu les accueillit par des cris, des chants. Le chef s'avança, regarda le mouflon, puis Nyala. « Tu as prouvé ta maîtrise, » dit-il à voix haute, pour que tous entendent. « À partir de ce jour, tu es reconnu comme chasseur de notre tribu. La première femme à avoir mérité ce droit. » Des cris d'approbation. Tous n'étaient pas satisfaits. Certains regardaient avec désapprobation. Mais la majorité applaudissait. Sa mère pleurait de bonheur. Sa sœur courut vers elle, l'étreignit. Et Otak se tenait à l'écart, la regardait à travers la foule. Et Nyala savait. Leur histoire ne faisait que commencer. Cette nuit-là, quand les festivités se calmèrent, Nyala sortit vers la rivière. Elle se tenait sur cette même pierre où ils avaient parlé pour la première fois de leurs sentiments. Elle entendit des pas derrière elle. Se retourna. Otak.
Il s'approcha, l'enlaça par derrière, posa son menton sur son épaule. « Tu l'as fait, murmura-t-il. « Nous l'avons fait, corrigea-t-elle. Sans toi, je n'y serais jamais arrivé. Tu y serais arrivé. Cela aurait juste pris plus de temps. » Ils restaient là, regardant la rivière, les étoiles au-dessus de leur tête. « Et maintenant ?» demanda doucement Niala. « Maintenant ?» Ottak la tourna vers lui, prit ses mains. « Maintenant, je vais aller voir ton père. Demander ta main, comme je l'ai promis. Et s'il refuse ? Il ne refusera pas. » Ottak sourit, un sourire rare, chaleureux. Sa fille est désormais chasseur, guerrière, légende. Qui oserait me refuser le droit d'être aux côtés d'une telle femme ? Niala rit, l'étreignit. « Je t'aime, murmura-t-elle. « Moi aussi je t'aime, répondit-il. Depuis ce jour où je t'ai vu dans la clairière avec l'arc de Hatan, je ne voulais simplement pas me l'avouer. » Ils restaient enlacés, sous le ciel étoilé, près de la rivière qui coulait aussi éternellement qu'elle avait coulé des milliers d'années avant eux. Et quelque part là-haut, parmi les étoiles, Hatan regardait sa sœur et souriait.